Donc c'est une première présentation dans laquelle on va retracer un peu le contexte national, donc pourquoi tout ce travail ici dans le contexte national algérien, et recadrer tout cela aussi avec les objectifs du programme d'Iveco 2, qui est donc l'organe qui est à la base de l'organisation de cet atelier. C'est dans ce cadre de ce projet que l'atelier se déroule. Donc, rappelons peut-être, pour commencer, l'objectif du programme, du projet d'Iveco 2. Il vise à diversifier l'économie, comme on le voit sur tous les calicots qui sont présentés ici, et en particulier augmenter la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture à cette diversification de l'économie algérienne par un développement durable et en améliorant les prestations économiques. Développement durable, ce sont des mots très importants, c'est pour ça qu'ils sont soulignés en rouge ici. Développement durable, ça veut dire qu'on doit respecter l'environnement, on doit respecter la planète, on doit assurer une pérennité de l'activité, donc faire en sorte que, d'un point de vue économique comme d'un point de vue des ressources, on puisse poursuivre cette activité, qu'on ne va pas vers un épuisement des ressources, par exemple, qui va mettre un fin prématuré à cette activité. Donc ça, c'est la notion de développement durable qui est très importante. En améliorant les prestations économiques, rappelons-nous, le deuxième sous-objectif du projet, c'est l'évaluation des risques aussi pour booster l'économie, donc pour booster éventuellement les exportations, pour booster les activités au niveau national. Donc il y a un aspect économique important. Les résultats que l'on vise à l'aide de ce projet d'Iveco 2, bien, le premier, c'est de renforcer les capacités d'encadrement et de gestion, donc pour contribuer à la consolidation d'une stratégie pertinente et viable. Donc, renforcement de capacité, les formations, ça sert à ça, ça sert à renforcer les capacités des cadres, et donc nous sommes vraiment bien dans le cadre de ce premier type de résultat à obtenir, avec comme résultat accessoire, bien évidemment, la promotion et la valorisation des filières qui va se réaliser grâce à ce renforcement de capacité. Le troisième résultat attendu du projet d'Iveco 2 nous concerne moins, c'est le renforcement des capacités des organisations professionnelles. Alors, au niveau activité maintenant de d'Iveco 2, vous voyez, il y a trois types de contrats qui sont d'application. Il y a des contrats de services qui ont démarré en janvier 2017. Bon, un contrat statistique qui nous ne concerne pas dans le cadre de cet atelier, mais on voit qu'il y a deux contrats ici, un contrat formation, des actions transversales de formation, et un contrat sanitaire, sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. En réalité, nous sommes vraiment dans ce contrat-ci, le contrat sanitaire, bien que nous y arrivons par une activité de formation, donc il y a un peu de chevauchement entre ces deux contrats-là. Donc voilà, nous sommes vraiment ici dans le cadre de ces contrats de service. Pour être complet, vous voyez qu'il y a aussi des contrats de fourniture qui sont en cours de réalisation. On a parlé de l'informatique, donc il y a tout un travail de fourniture de données, de matériel informatique. Il y aura un matériel de fourniture au niveau de matériel de laboratoire et il y a également des fournitures en matière d'aquaculture. Et à côté de ces contrats de service et de contrats de fourniture, il y a aussi une activité de communication qui est très importante. Et nous allons voir d'ailleurs que dans l'analyse des risques, la communication, c'est également un volet très important. Rappelons, encore une fois, parce que c'est très important, les objectifs de cet atelier, c'est on veut des produits de la pêche et de l'aquaculture qui vont vers toujours plus de qualité pour, d'une part, conforter la santé publique des consommateurs algériens vis-à-vis des produits qui sont mis sur le marché national ou aussi des produits qui résultent d'activités d'importation. Vous savez que
de plus en plus, il y a des activités d'importation qui sont réalisées, que de plus en plus, on se rend compte qu'avec la croissance de la population algérienne et la stagnation un peu des captures, on a de plus en plus recours à l'importation de certains produits. Est-ce que ces produits sont sains? Est-ce que le consommateur algérien n'est pas mis en danger avec ces importations? Donc, c'est une préoccupation que nous devons avoir. Avec l'autre segment qui est donc ouvrir les marchés extérieurs à l'exportation en garantissant leur sécurité alimentaire, puisque c'est une des conditions préalables pour pouvoir exporter, c'est de pouvoir garantir une sécurité sanitaire. Donc vraiment, ça, c'est l'objectif général avec ces deux sous-thèmes qui vont être présents tout au cours de cet atelier. Bon, puisque nous avons établi que les risques sanitaires et la santé publique en matière de protection du consommateur algérien, c'est une priorité bien identifiée, on va peut-être dire quelques mots sur ces risques sanitaires et les implications en santé publique pour que ce soit un peu plus concret dans notre tête. Alors, de quels risques sanitaires s'agit-il? Eh bien, on sait que les aliments peuvent être impropres à la consommation et que s'ils sont impropres à la consommation, ils vont constituer une menace pour la santé. Et suivant l'OMS, donc qui a publié ça dans ce rapport ici, Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group, pour les années 2007 à 2015, et selon cette étude de l'OMS, bien, globalement, donc ça veut dire au niveau mondial, donc on ne regarde pas juste au niveau national, on regarde au niveau global, eh bien on peut dire qu'il y a 31 agents qui sont responsables de 32 maladies principales. Donc 31 agents que l'on peut trouver dans les aliments et qui sont responsables de maladies chez les consommateurs de ces aliments. Et 28 de ces agents sont d'origine biologique. 4 sont des contaminants chimiques. Alors, voyons d'abord les agents d'origine biologique. Il y a 12 bactéries qui ont été identifiées comme étant des agents primordiaux, 2 virus, 4 protozoaires, 10 helminthes. Et ces agents d'origine biologique sont responsables de quoi? Essentiellement de maladies diarrhéiques et de maladies infectieuses invasives. Donc, on voit ici que en matière d'agents d'origine biologique, les choses sont déjà bien avancées, bien identifiées. On identifie vraiment 28 agents principaux qui sont vraiment les cibles à contrôler. En matière de contaminants chimiques, on en identifie 4 majeurs, qui sont les aflatoxines, qui sont donc les mycotoxines que l'on retrouve notamment dans les arachides, l'arsenic, un élément minéral, le cyanure qu'on trouve dans certains aliments cyanogènes, comme le manioc par exemple, ou les noyaux d'abricot. Les dioxines, là on est directement dans le domaine de la pêche, les dioxines étant un contaminant important des produits de la pêche. Mais ces 4 contaminants chimiques, on peut facilement leur attribuer un fardeau en termes de nombre de décès, en termes de maladies qui sont provoquées par ces 4 contaminants, et ça se chiffre évidemment par des milliers de personnes qui sont atteintes de maladies ou voire qui vont décéder à cause de l'impact de ces contaminants chimiques. Mais en fait, il y a des milliers de produits chimiques qui rentrent dans la chaîne alimentaire et qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, mais malheureusement, leur contribution exacte n'est pas très bien connue. Et on sait que ça contribue au développement de diverses maladies non transmissibles, mais c'est souvent un facteur parmi d'autres, et donc on ne peut pas dire de façon très très claire, par exemple, que le cadmium, pour en citer qu'un, le cadmium est responsable d'autant de milliers de décès globalement. Pourquoi? Parce que si le cadmium est responsable de certains types de cancers, il y a d'autres facteurs qui sont responsables également de ces cancers-là, et on ne peut pas dire exactement combien sont dus au cadmium ou combien sont dus à la tabagie, par exemple, qui est un facteur très très important.
On sait que les maladies transmises par les aliments sont responsables d'un très grand nombre de décès. On parle d'environ 2 millions de personnes par an. Et ce sont surtout les enfants et les personnes affaiblies qui sont les premières victimes. 5 à 10% de la population mondiale serait concernée par ces manifestations toxiques à court terme. Donc tout ce qui est transmis par des agents biologiques se manifeste essentiellement par des effets rapides, genre diarrhée, maladies infectieuses invasives, etc. Donc ce sont des effets souvent à court terme et on voit les résultats très facilement. C'est pour ça aussi qu'on peut plus facilement identifier les 28 agents biologiques qui dominent dans ce tableau. Donc ces aliments qui contiennent des bactéries, qui contiennent des virus, des parasites ou des substances chimiques, en fait, ils sont responsables de plus de 200 maladies différentes. Vous voyez, c'est très vaste. Ça va de la diarrhée au cancer, c'est-à-dire qu'on va des maladies transmissibles, en anglais on appelle ça les CD, Communicable Diseases, les maladies transmissibles, mais ça va jusqu'aux maladies non transmissibles, les NCD, Non-Communicable Diseases, et ces produits, donc ces maladies non transmissibles, comme le cancer par exemple, donc là elles sont plutôt à mettre en relation avec des substances chimiques, de nombreuses substances chimiques qui peuvent conduire à ces maladies non transmissibles. Il y a bien sûr le cancer, on va voir, il y a d'autres maladies non transmissibles extrêmement importantes. Est-ce que vous avez une idée de la maladie non transmissible ou la catégorie de maladies non transmissibles qui, aussi bien en Algérie que dans le monde entier, est le premier facteur de mortalité prématurée? Est-ce que vous avez une idée? Pardon? Les maladies cardiovasculaires. Exactement. Donc ce sont les maladies cardiovasculaires qui sont le premier agent responsable de décès de par le monde, et c'est la même chose en Algérie. Donc ça fait partie de ce grand groupe de maladies non transmissibles. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'alimentation? Ça a à voir beaucoup avec l'alimentation. On estime que 20 à 30% des cas pourraient être contrôlés par une meilleure alimentation. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Et donc nous voyons que quand on va vers les maladies non transmissibles, tout de suite ça devient beaucoup plus complexe, mais les enjeux sont très très importants parce que c'est là qu'il y a les plus grandes mortalités, les plus grands nombres d'invalidités également. Et là, on a souvent affaire à des effets chroniques, c'est-à-dire des effets qui ne se manifestent pas immédiatement, mais qui prennent un certain temps avant de se manifester. Et là, on est souvent dans le domaine des substances chimiques. Donc on a déjà vu une première fois qu'il y a une grande différence entre les agents biologiques et les agents chimiques. Les agents biologiques ont tendance à avoir des effets à court terme, du type diarrhée, mais ça peut aussi conduire à la mort, puisqu'on a vu 2 millions de personnes décèdent annuellement de ces maladies de type transmissible, transmises par les agents biologiques essentiellement. Et nous avons d'autre part ces maladies non transmissibles qui sont plus en relation avec des agents chimiques, où il est plus difficile de mettre vraiment un poids sur chaque agent chimique pour dire il est responsable d'autant de cas de mortalité ou d'invalidité, mais qui, on devine, sont extrêmement importants. En plus, il faut savoir que des aliments impropres à la consommation, ça crée un cercle vicieux, surtout dans les pays peu développés, où là, quand les maladies diarrhéiques s'installent, ça s'ensuit par de la malnutrition et l'état nutritionnel se dégrade et ça rend les gens encore plus vulnérables à d'autres agressions. Et donc c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument casser. De façon générale, globalement, retenons ceci, c'est que la sécurité sanitaire des aliments doit être une priorité de santé publique. Souvent, on dit la santé publique, c'est très très important,
Et en termes de santé publique, on dit il faut des hôpitaux, il faut des médecins, il faut des infirmiers, il faut des appareils de diagnostic, etc. Oui, c'est la santé publique. La santé publique, c'est aussi la sécurité sanitaire des aliments. C'est un poids extrêmement important. On a eu tendance à le sous-estimer. On a eu beaucoup tendance à le sous-estimer. De plus en plus maintenant, on se rend compte, les études épidémiologiques le mettent en avant, que l'alimentation joue un rôle extrêmement important. Et c'est donc pour ça que notre atelier est très très important, donc, parce que c'est un des paramètres, un des déterminants de la santé publique, très très important à arriver à maîtriser, à améliorer. On estime que 10 à 30% des maladies non transmissibles peuvent être prévenues par une bonne alimentation. 10 à 30%, donc il y a bien sûr un peu d'incertitude autour de ça, mais 10%, c'est déjà énorme, surtout si on regarde un peu les statistiques globales publiées par l'OMS, où on peut trouver là des statistiques par pays. Et si vous allez sur ce lien ici, eh bien, pour les maladies non transmissibles, on va trouver des fiches qui nous donnent des détails sur la situation du pays. Et alors pour vous, j'ai pris déjà la fiche pour l'Algérie, donc il y a une fiche qui est déjà peut-être un petit peu dépassée, puisque je vois que la population est estimée à 38 millions d'habitants, on est au-dessus des 40 là maintenant. Voilà, donc qu'est-ce que nous dit cette fiche de l'OMS pour les maladies non transmissibles? Eh bien, vous voyez ici dans ce camembert, c'est le pourcentage de la population qui est atteint de mortalité suite à une maladie non transmissible, à n'importe quelle cause. Donc, ce sont toutes les causes de mortalité sont regroupées ici. Alors, la première ici, ce grand morceau de plus de 40%, eh bien voilà, ce sont les maladies cardiovasculaires, donc qui sont responsables du plus grand nombre de décès dans le monde, et comme vous le voyez également en Algérie, puisque 40% c'est quand même très très important, donc vraiment une cause importante de morbidité et de mortalité. On retrouve les cancers ici, si je me trompe c'est un peu plus de 10%. On retrouve des maladies chroniques type bronchite, pulmonaire, le diabète, pour lequel on sait qu'il y a effectivement un lien avec l'alimentation très important également, et on retrouve là un ensemble d'autres maladies non transmissibles. En ce qui concerne ce petit quart ici, eh bien, il concerne les maladies transmissibles ou aussi les maladies qui tournent autour de la natalité, donc le problème de mortalité des tout jeunes enfants, par manque de soins, etc. Et ici, ça concerne les accidents. Donc, on voit que les maladies non transmissibles, pour au moins 3/4, sont responsables des décès dans un pays comme l'Algérie. Et donc, si on se rappelle que 10 à 30% de ces maladies non transmissibles peuvent être prévenues par l'alimentation, donc on voit l'énorme impact qu'on peut avoir par l'alimentation sur la santé publique. Je crois vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui avait tendance à être négligé. Toujours cette fiche de l'OMS qui nous donne un peu plus de détails, mais plus maintenant sur les décès prématurés qui sont imputables aux maladies non transmissibles. Bien, vous voyez à gauche, il s'agit de ce qui concerne les hommes, et vous voyez qu'en 2012, nous avions quelque chose comme 40 000 décès prématurés chez les hommes qui sont imputables aux maladies non transmissibles, avec à nouveau, vous voyez, l'importance très grande pour les maladies cardiovasculaires, ici en pourpre, où on retrouve ici les cancers, et en vert le diabète. Donc toutes ces maladies ici ont un lien très fort avec l'alimentation. Donc plus de 40 000 décès prématurés chez les hommes, à peu près 35 000 chez les femmes, avec à peu près la même ventilation. Ça nous fait au total 75 000 décès prématurés imputables aux maladies non transmissibles. Donc vraiment,
j'espère que je vous ai convaincu que la sécurité sanitaire des aliments doit vraiment constituer une priorité de santé publique. Il est nécessaire donc de considérer la sécurité sanitaire des aliments comme une composante importante de la sécurité sanitaire en général et vraiment de l'intégrer aux politiques et aux programmes nationaux, conformément d'ailleurs au règlement sanitaire international RSI 2005. Donc, faites passer ce message auprès de vos autorités. Donc, vous avez un rôle très très important à jouer en matière de santé publique en agissant sur l'alimentation. Voyons maintenant ce qui concerne les aspects économiques, puisque toujours nous allons nous préoccuper de la santé publique, mais également de la santé de l'économie. Alors, d'abord, avant de rentrer dans les détails pour l'Algérie, regardons au niveau mondial, au niveau global. Eh bien, en fait, au niveau global, les produits de la pêche et de l'aquaculture, ils sont générateurs de flux commerciaux gigantesques au sein et entre les différents continents. Donc il y a énormément d'échanges qui se font avec les produits de la pêche et de l'aquaculture. Et la valeur totale de toutes les exportations est estimée à près de 70 milliards de dollars US. Donc ce sont des sommes gigantesques qui circulent sur les mers, qui sont échangées de continent en continent. Et là-dedans, l'Union européenne, c'est le plus grand importateur de produits de la mer, qui absorbe en fait près du quart des importations globales. Donc l'Europe a un rôle très très important à jouer sur tous ces échanges commerciaux de produits de la pêche et de l'aquaculture. Bon, l'Europe, c'est vrai que quand je dis l'Europe, c'est la communauté, non, on ne peut plus parler de communauté, on doit parler de l'Union européenne. Et l'Union européenne, ça ne comprend pas tous les pays du continent européen. Vous avez, par exemple, la Norvège et l'Islande ne font pas partie de l'Union européenne. Et donc, si on mange du poisson norvégien ou islandais, on va dire que l'Europe importe, même si c'est quand même produit sur le continent européen, c'est quand même considéré comme une importation dans l'Union européenne. Et effectivement, vous voyez, une part importante de ces importations proviennent de ces deux pays, la Norvège et l'Islande. Mais malgré tout, vous voyez que l'Asie et l'Afrique, ensemble, vont quand même contribuer jusqu'à peu près 35% des importations de produits de la pêche par l'Europe. Donc il y a quand même des masses assez colossales qui proviennent d'autres continents. En fait, il est bon de savoir que les plus grands pays exportateurs, ce sont la Chine. Vous voyez ici avec près de 14 milliards de dollars américains sur un total de 70 milliards, vous vous souvenez. Donc c'est vraiment la part du lion qui est occupée par la Chine. Elle joue un rôle extrêmement important au niveau mondial. Suivi par l'Inde avec 5 milliards de dollars américains et le Vietnam 4,4 milliards. Ici, vous voyez, ce sont vraiment les tout grands partenaires, les géants de l'exportation de produits de la pêche et de l'aquaculture notamment vers l'Europe. Si on regarde maintenant l'ensemble des pays ACP, c'est-à-dire des pays de l'Afrique subsaharienne, donc ce n'est pas l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, les Caraïbes et le Pacifique, qui ont des accords particuliers avec l'Europe, eh bien on voit ici toute une série de pays qui exportent des produits de la pêche vers l'Europe, mais on est loin des milliards que l'on avait ici, 14 milliards, 5 milliards, 4 milliards, on est loin des milliards, on approche seulement le demi-milliard pour le plus gros exportateur qu'est la Namibie, et tout de suite, vous voyez, ça descend facilement en dessous de 100 000 millions. Et donc ici, on descend encore beaucoup plus bas par après. Voyons maintenant ce qu'il en est pour l'Algérie et les pays d'Afrique du Nord. Eh bien, donc l'Algérie exporte pour 7 millions de dollars américains. Est-ce que c'est beaucoup? Si on compare à d'autres pays comme l'Égypte, c'est quand même nettement moins, puisque l'Égypte exporte 42 millions
de produits de la pêche. La Libye, évidemment, avec les problèmes qu'elle connaît actuellement, n'est pas un partenaire important. Vous voyez, le Maroc ici est gigantesque, mais vous savez que le Maroc a une façade atlantique énorme, et donc on ne peut pas comparer. Donc c'est un pays qui est plus orienté vers la pêche en océan Atlantique qu'en Méditerranée. Par contre, la Tunisie, vous voyez, la Tunisie, 129 000 millions en exportation, c'est quand même largement plus que l'Algérie, ce qui nous montre quand même qu'il y a un potentiel d'exportation qui existe pour l'Algérie. Mais vous me direz peut-être que la première chose à faire, c'est d'abord produire en suffisance pour la population locale, et c'est bien entendu une priorité. Alors, de ce fait-là, l'Algérie n'exporte donc pas beaucoup, mais vers quel pays exporte-t-elle? Eh bien, essentiellement des pays européens, comme vous le voyez. Il y a juste l'Égypte ici un tout petit peu, mais sinon, donc, c'est 7 millions de dollars exportés, c'est surtout vers l'Europe. Vous voyez, il y a un site ici, si vous voulez des informations sur les échanges commerciaux de produits de la pêche, mais sur n'importe quels échanges commerciaux. C'est TradeMap, c'est un site extrêmement riche et où on trouve beaucoup d'informations pour tous les pays du monde. Maintenant, pour l'économie nationale que représente le secteur des pêches et de l'aquaculture, bien, ça reste modeste. Les PPA restent modestes, puisque c'est moins de 1% du produit intérieur brut total, et c'est même un peu moins de 10% du produit intérieur brut du secteur primaire. Donc, on sait bien sûr que le pétrole et d'autres ressources naturelles ont un rôle plus important en Algérie. Ça représente quelques 90 000 emplois, c'est-à-dire moins de 1% de la population active, qu'on estime à 11,9 millions de personnes. Bon, on voit les PPA, c'est une part modeste, c'est une part qui pourrait augmenter. En fait, actuellement, les captures en pêche maritime sont évaluées entre 85 et 105 000 tonnes de poissons. Ça représente quand même une valeur marchande de 300 à 400 millions de dollars américains. Donc, il y a quand même, ça représente quand même des revenus financiers importants. Et bien sûr, il existe de réelles perspectives d'augmenter non seulement le niveau de production, mais aussi le niveau d'exportation vers l'Europe et contribuer ainsi au développement économique du pays. Alors, il y a des défis. Il y a des défis pour, si on veut, notamment viser le marché d'exportation, notamment européen. Alors, un petit éclairage sur les problèmes qui peuvent se poser, c'est que les importations de produits de la pêche dans l'Union européenne, elles sont soumises à un préalable, c'est la procédure officielle de certification. Et cette procédure de certification est basée sur la reconnaissance de l'autorité compétente du pays non européen par la Commission européenne. Donc dans chaque pays, il y a une autorité compétente pour la sécurité sanitaire des aliments et l'Union européenne va certifier cette autorité compétente pour lui donner plein pouvoir pour pouvoir sélectionner les opérateurs qui peuvent exporter vers l'Europe. Donc l'autorité compétente de chaque pays a un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Cette reconnaissance donc, officielle de la fiabilité de l'autorité compétente, c'est une condition préalable pour que le pays soit éligible et autorisé à exporter vers l'Union européenne. Donc, il nous faut avoir une autorité compétente sur place qui est crédible et cette autorité locale, une fois certifiée, elle doit assurer des inspections et des contrôles de façon crédible tout au long de la chaîne de production et elle doit couvrir tous les aspects pertinents d'hygiène et de santé publique. Donc c'est vraiment un préalable extrêmement important que cette autorité compétente réalise bien son boulot. Alors je pense que beaucoup d'entre nous ici tournent autour de cette autorité compétente, donc de près ou de loin, soit un labo qui fait des analyses pour, soit vous êtes directement dans l'autorité compétente, mais vous vous rendez compte
ce qui est une responsabilité très très importante. Alors, l'Union européenne, en plus, ne se contente pas de reconnaître de certifier l'autorité compétente dans les différents pays, elle envoie aussi ses inspecteurs, notamment l'Office alimentaire et vétérinaire, l'OAV, de la DG Santé, de la Commission européenne, qui va réaliser chaque année un certain nombre d'audits dans les pays exportateurs, de façon à garantir que toutes les importations répondent bien aux mêmes normes élevées que les produits en provenance des États membres de l'Union européenne. Donc l'Europe veut s'assurer que les pays qui vont exporter des aliments sur le continent dans l'Union européenne, eh bien, suivent même les mêmes normes élevées d'hygiène et de sécurité du consommateur qui sont en vigueur en Europe. Donc elle veut s'assurer que les produits d'importation sont tout à fait sûrs pour les consommateurs européens. Alors, ça veut dire donc qu'ils réalisent des audits, comme je l'ai dit là. Donc, il y a chaque année un certain nombre d'audits qui sont réalisés et sont publiés, ces audits. Chaque fois qu'il y en a un, on peut le trouver sur certains sites. Alors, pour que les choses soient très concrètes, j'en ai pris un exemple tout récent, un des derniers, qui vient d'être publié sur un site qui s'appelle Megapesca. C'est un site portugais et donc c'était le mois dernier. Donc ils sortent un newsletter chaque mois et ils font un peu le bilan de tout ce qui se passe en matière de problèmes qui touchent les pêches et l'aquaculture et les importations européennes. Et dans ce newsletter, on dit par exemple qu'il y a eu des audits qui ont été réalisés au Zimbabwe. Donc des audits assez récents, le Zimbabwe où l'autorité compétente avait reconnu deux établissements de transformation qui étaient donc reconnus, certifiés, agréés pour exporter vers l'Europe. Donc l'OAV, je vais arrêter ça. On a l'impression qu'il y a une foreuse là. Donc l'OAV est venu faire ses audits au Zimbabwe auprès de l'autorité compétente. Et l'autorité compétente, c'est la division du service vétérinaire. Donc, vous voyez, ça se passe de la même façon dans beaucoup de pays. Et l'autorité compétente ne pouvait pas fournir des garanties suffisantes pour que les produits de la pêche destinés à l'exportation vers l'Union européenne soient produits conformément aux exigences de santé publique de l'Union européenne. Donc, les deux établissements qui avaient été agréés étaient en difficulté, l'autorité compétente ne parvenait pas à apporter la preuve que ces deux établissements répondaient vraiment aux normes. Donc, l'autorité compétente, la direction du service vétérinaire, a retiré de sa liste ces deux établissements de transformation de poissons et aucune exportation n'est désormais autorisée à partir du Zimbabwe. Vous voyez, c'est quand même... Attendez, oui. Et, bien entendu, dans l'intervalle, l'autorité compétente a présenté un plan de mesures correctives à la Commission. Donc ça veut dire que on va identifier quel est le problème, on va essayer d'identifier quel est le problème, d'apporter des mesures correctives pour rétablir la situation et pour pouvoir réinscrire des établissements, donc de pouvoir réagréer des établissements de façon à ce qu'ils puissent exporter. Vous vouliez dire, la responsabilité est très importante auprès des autorités compétentes dans chaque pays. Et c'est pour vous dire que donc on a tous une responsabilité importante à jouer là-dedans. Alors, ça c'était un premier exemple, ce sont les audits. Le deuxième, je pense qu'un des participants qui s'est présenté nous a parlé déjà du RASF, c'est le Rapid Alert System for Food and Feed, qui est donc un système de notification qui a été établi en Europe à partir des années 2000. On va voir un peu plus en détail plus tard à quoi ressemble le RASF. Mais déjà ici, donc on peut dire que ce RASF, c'est un bon indicateur des problèmes d'ordre sanitaire, donc soit en matière de contaminants, soit en matière de résidus, qui peuvent affecter les échanges au sein de l'Europe, parce qu'au départ, ce RASF
c'était pour favoriser les échanges entre pays européens. Donc s'il y a un problème en France, le produit est exporté en Allemagne, que les Allemands soient au courant qu'il y a un problème en France. Ça, c'était l'origine du RASFF au départ. Mais comme l'Europe importe également, c'est également, donc, dès qu'un produit rentre en Europe et qu'il est contrôlé, et s'il y a une non-conformité, il rentre également dans le RASFF. Donc ça nous donne également, le RASFF, des informations importantes sur les problèmes qui peuvent se poser avec les produits qui sont produits hors Europe. Et donc à ce niveau-là, c'est un indicateur assez utile. Et bon an, mal an, près de 20% des notifications concernent le poisson et les produits dérivés. Alors, 20% des notifications concernant le poisson et les produits dérivés, c'est quand même beaucoup par rapport à ce que représentent les poissons dans la diète. Donc, on voit que c'est quand même un secteur sensible. Si on va un peu plus dans les détails, pour l'Algérie, entre 2001 et 2015, il y a eu 54 notifications dans ce système qui concernent les PPA, contre seulement 12 pour tous les autres produits alimentaires. Donc si l'Algérie rencontre des problèmes pour les exportations vers l'Europe, c'est surtout au niveau des PPA, beaucoup moins au niveau des autres produits alimentaires. Et si maintenant on se concentre sur les PPA pour ces 14-15 ans, eh bien, ce sont surtout donc des problèmes donc, de résidus et de contaminants, avec en fait la part du lion occupée par le problème du mercure dans divers types de poissons et crustacés. Donc ça, c'est vraiment le problème numéro 1, le mercure, donc teneur trop élevée en mercure dans les produits type espadon, donc surtout les grands prédateurs, donc les poissons prédateurs, et certains crustacés comme langoustes. Il y a eu également des notifications parce qu'on a trouvé des teneurs trop élevées en sulfite dans les crevettes. Est-ce que vous avez une idée pourquoi il peut y avoir des sulfites dans les crevettes? Donc on rajoute les sulfites comme conservateurs. Donc les sulfites, c'est un additif. On a entendu qu'il y avait des gens qui travaillaient sur les additifs. Donc c'est un additif qui est autorisé, mais il faut respecter certaines concentrations. Donc on ne peut pas en mettre de trop. Et un dernier problème qui était la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des sardines à l'huile. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est le problème ici? Les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Hydrocarbures. D'accord. Donc, effectivement, donc on sait que dans la Méditerranée, il y a beaucoup de transit de produits pétroliers. Donc, il peut y avoir des pollutions locales importantes, des rejets d'hydrocarbures dans la mer. Et donc, il y a un problème potentiel d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'environnement marin. Il y a une autre source très importante d'HAP, on appelle ça HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et là, vous êtes tous concernés, je parie. Est-ce que vous avez une idée de comment vous pouvez générer des HAP et en mettre dans l'alimentation de votre famille? Simplement par la cuisson des aliments. Quand vous grillez les aliments, vous connaissez les modes de barbecue, où on grille sur la braise, vous produisez un dépôt noirâtre sur les aliments. Ce dépôt contient des HAP, ce sont des produits cancérogènes, et donc c'est une pratique qu'on recommande aux gens, donc quand on fait son barbecue, d'éviter donc de brûler le produit, d'éviter qu'il y ait un dépôt de substances caramélisées, donc dépôt noirâtre sur les aliments. Bon, ici, comme c'était dans les sardines à l'huile, je pense que c'était l'explication que vous avez donnée qui doit être la bonne. Donc c'est un problème de contamination environnementale du milieu de production. Voilà, on arrive alors à la conclusion. Donc, pour le développement durable de l'économie algérienne, il est important de diversifier les sources de revenus.
en accordant une importance accrue au développement de la pêche et de l'aquaculture, notamment comme produit d'exportation, mais pas seulement. Je pense qu'on doit aussi être bien conscient qu'il y a un besoin pour la population. On aura l'occasion de le voir plus tard, si pas dans cet atelier-ci, au cours du séminaire qui va suivre, que le consommateur algérien ne consomme pas assez de poissons. Donc, il n'est pas le seul. Moi, je suis belge et le belge ne consomme pas assez de poissons non plus. Donc, c'est quelque chose qui est assez partagé. Mais si on regarde les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour une alimentation saine, il faudrait qu'en Algérie, on consomme plus de poissons. Donc, il faudra en produire plus, d'abord pour la population locale, algérienne, et puis rêvons pour l'exportation. Donc, ça c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est d'assurer que ce développement s'inscrit dans une politique sanitaire nationale qui intègre l'alimentation. Donc, il faut que les politiques sanitaires nationales intègrent bien l'alimentation. Il faut vraiment que ça rentre dans la tête des responsables, que l'alimentation a un rôle important à jouer, que ce soit l'alimentation en général, mais les produits de la pêche et de l'aquaculture en particulier. Pour deux raisons essentielles. Les produits de la pêche et de l'agriculture sont extrêmement importants pour la santé de la population. Un, parce que les produits de la pêche et de l'agriculture peuvent contenir des substances nocives, comme le mercure, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, comme d'autres contaminants qui sont mauvais pour la santé de la population. Ça nous paraît évident. Mais deuxièmement, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut consommer plus de poissons, parce que les produits de la pêche et de l'aquaculture contiennent des nutriments essentiels, comme les acides oméga 3, et qu'elles sont la source principale d'approvisionnement en ces nutriments essentiels pour assurer une bonne santé de la population. Et donc, vous voyez qu'il y a deux aspects, toujours, au niveau produits de la pêche et de l'aquaculture. Il y a les aspects de sécurité sanitaire, mais il y a aussi les aspects nutritionnels qui sont très très importants. Voilà, donc j'en ai terminé avec cet exposé introductif.